Alors, on va continuer avec les fouilles de Gaby, avec Martin Szewczyk, qui est conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Merci, bonjour à tous et merci Hélène pour cette transition sur mesure entre les antiquités orientales et les antiquités grecques, étrusques et romaines et la sculpture romaine en particulier. Le projet de recherche du Louvre sur le site de Gaby, qui comprend une mission archéologique qui en est aujourd'hui à sa 7e campagne de fouilles et une nouvelle étude des sculptures anciennement mises au jour dans la cité du Latium, s'inscrit dans une tradition ancienne. C'est en effet en 1792 que le peintre, marchand et fouilleur écossais Gavin Hamilton entreprend à Pantano dei Griffi, sur un terrain appartenant au prince Marcantonio Borghese, une exploration archéologique mémorable, tant par la moisson de sculptures et d'inscriptions d'époque impériale qu'il allait découvrir, que par la destinée exceptionnelle de l'ensemble. Hamilton, en effet, ne disposait pas de la jouissance des objets mis au jour. Grâce à un montage financier qui lui réservait un tiers des découvertes pour prix de son labeur, celle-ci était destinée à enrichir les collections du propriétaire du terrain, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'un ensemble exceptionnellement complet. Aussi, lorsqu'Hamilton décrit à son client Charles Stanley les remarquables trouvailles faites sur sa cava, ce n'est pas comme habituellement dans le but de les lui vendre, mais pour partager avec lui, comme avec un collègue antiquaire, sa bonne fortune. Héritage complexe cependant. Dès 1792, et apparemment sans laisser de temps à l'hésitation, ces fragments de sculpture sont confiés à une cohorte de sculpteurs-restaurateurs, au premier rang desquels Giovanni Pierantoni et Vincenzo Pacetti, que l'on charge manifestement d'en faire, selon un plan d'ensemble que nous révèlent les publications postérieures, une collection de statues en pied et de bustes adaptés aux canons esthétiques du collectionnisme européen. En juillet 1793, on rapatrie déjà le produit de cet effort sur le Pincio, signe que l'affaire n'a pas traîné. Mieux, dès 1792, on produit pour le prince Borghese 2 projets d'architecture en vue d'édifier un museo Gabino. Le premier, attribué à Valadier, une vaste salle rectangulaire voûtée dont l'entrée est marquée par un portique. Le second, à Mario Asprucci, fils de l'architecte attitré de Marcantonio, constitué d'un portique en façade, d'une salle octogonale à coupole, dont Piranèse loua, après avoir vu le projet, alors qu'il avait vu le projet, l'intéressant éclairage zénital. Qu'aucun des 2 projets, peut-être trop ambitieux, n'ait été retenu, et que les sculptures de Gaby aient été installées dans un pavillon transformé par Antonio Asprucci, importe peu. Borghese et ses sculpteurs-restaurateurs avaient déjà donné à l'ensemble son identité esthétique et matérielle, et transformé en une collection d'antiques répondant au goût moderne, le matériel archéologique trouvé par Hamilton. L'Archivio Borghese nous apprend que c'est ce même Asprucci, à qui revenait la charge de la décoration de la Villa Borghese, qui gérait les opérations de restauration, ainsi que leurs à côté, comme le transport des sculptures. C'est d'ailleurs sur ce transport des sculptures que les archives sont le plus loquaces. Les comptes sont établis par lui, et c'est de sa plume que le prince est informé du détail des opérations. C'est à lui que l'on doit vraisemblablement le plan d'ensemble des restaurations. Les choix semblent avoir été guidés par un souci esthétique, qui est celui du décor palatial. Et la complémentation, là d'un buste, là d'une statue, respecte un vocabulaire codifié, celui du décor d'apparat. C'est ainsi que la tête, identifiée à Corbulon, MA 925, fut remontée sur un buste moderne, à l'imitation du buste antique MA 923, qui présente le même homme, au moyen d'une technique de reproduction dont subsistent les traces qui sont encore visibles aujourd'hui. Ces petits points, qui vous le voyez peut-être, parsèment la surface du marbre moderne. Ou que la belle tête d'Agrippa Postumus fut, pour en faire un Caligula, installée sur un torse cuirassé d'époque flavienne, au prix d'un collet de marbre et de quelques ajouts, et dotée d'une couronne en bronze, ajoutée pour, nous le révèle Visconti, illustrer une anecdote haute en couleur, on l'imagine, de Suétone. Pour cela, on n'hésite pas non plus à fournir au sculpteur un matériau qui, s'il n'est pas de provenance gabine, n'en souscrivait pas moins à cet objectif. Une note d'Asprucci sur les comptes établis entre la maison Borghese et Gavin Hamilton en 1793 nous apprend ainsi que l'Écossais vendit alors 3 têtes pour 176 scudi afin de compléter des statues, notamment une tête identifiée à Aelius César, identification fantaisiste s'il en est, pour une effigie du type du Diomède de Crésilas, dont on comprend tout l'intérêt lorsque l'on sait que l'on restaurait alors en Adrien une statue parfaitement identique, issue elle aussi de la cava de Pantano. Le rôle d'Hamilton, on le voit, ne se limitait pas à la fouille,
Et on lit dans une lettre d'Asprochi combien l'assistance qu'il apportait aux restaurateurs fut importante. Ces restaurations étaient destinées à créer des ensembles cohérents, là où la fouille avait livré de la diversité. À mettre en regard, par exemple, un Trajan monté sur une cuirasse bien postérieure, puisque flavienne, avec une plotine, copie moderne de la tête colossale de la Sala Rotonda du musée Pio Clementino, campée sur un drapé de l'époque de Claude. Car la perfection formelle, appelée par la tradition classique, venait s'ajouter celle héritée aussi de l'humanisme de la Renaissance, qui s'attachait à des galeries de portraits, auxquelles la science antiquaire, fine connaisseuse des sources littéraires mais peu sensible aux objets, donnait tout son prix. La publication des Monumenti Gabini par l'antiquaire romain et futur conservateur des antiques au Louvre, Ennio Corino Visconti, elle aussi préparée rapidement, hérite du poids de ce collectionnisme. Il n'est qu'à voir l'ordre de sa publication, dont il écrit que c'est le même que celui de l'exposition des sculptures sur le Pincio. Mais Visconti était un antiquaire d'un nouveau style, héritier, à bien des égards, de la leçon de Winkelmann, et qui tournait résolument son regard en direction de l'archéologie. Il en résulte une tension qui transpire des Monumenti Gabini, entre le collectionnisme, qui a donné son identité matérielle à l'ensemble, et la méthode nouvelle de l'archéologie, détournée des fictions de l'antiquaire au profit d'une attention à l'objet et à son apport réel à la science. Cette tension est encore sensible dans le regard que nous portons, ou plutôt que nous pouvons porter sur ces sculptures. D'un côté, donc, des éléments traditionnels prégnants et ô combien objectifs, la restauration des marbres selon les canons du XVIIIe siècle, pour servir un décor palatial et pas une présentation muséale au sens actuel du terme. De l'autre, une attention au contexte parfaitement nouvelle pour l'époque et un antiquaire qui prend pour objet réel de son travail, et non plus comme prétexte au déploiement d'un savoir encyclopédique, les sculptures qu'il publie. Nous héritons de cette tension comme de la chance de pouvoir nous pencher sur l'un des ensembles de sculptures romaines les plus anciennement recueillies et préservées comme telles. Un matériel archéologique, mais à la mode du XVIIIe siècle. Alors, quel contexte ? Que peut-on faire d'un point de vue scientifique de cet ensemble théoriquement cohérent, mais matériellement hétérogène ? Quels sont les matériaux disponibles pour cette remise en contexte ? Et à quelles avancées nous autorise-t-il ? Les fondations sont jetées par la publication de Visconti, dont on peut se réjouir d'une attention remarquable au contexte des trouvailles de Gavin Hamilton. Pour autant, on ne peut attendre de son ouvrage des données archéologiques au sens moderne du terme. C'est peu de le dire. Stéphane Verger parlait de stratigraphie, là on en est loin avec Visconti. S'il décrit longuement le site de Gabi et ses ruines, s'il donne un plan détaillé du secteur fouillé, ainsi qu'une restitution que l'on voit ici à l'écran sur la diapositive précédente, dont les fouilles menées en 2006-2007 par la surintendance de Rome ont révélé le caractère trompeur, force est de constater la rareté des informations topographiques précises pour les sculptures. Si l'on accepte le piédestal de Titus Flavius Aelianus, honoré d'une statue en bordure de la Via Prenestina, les seuls éléments pour lesquels Visconti nous livre quelques données sont le linteau inscrit d'une fondation à la mémoire de la Domus de Domitia Longina, le buste déjà mentionné identifié à Corbulon, monument qui proviennent de la pièce numérotée 3 sur le plan de Visconti, et dont on peut aujourd'hui apprécier les vestiges grâce aux fouilles récentes, et les portraits de toute première qualité de la famille de Septime Sévère. Les archives, quant à elles, nous renseignent également sur les fouilles de 1792-1793 et surtout sur les restaurations. Elles sont abondantes, mais le rapport documentaire est faible pour les raisons qu'a évoquées Stéphane Verger précédemment, c'est qu'elles n'ont pas été écrites et produites avec une visée documentaire, mais pour d'autres motifs. Il est toutefois précieux cet apport lorsqu'elles éclairent l'histoire matérielle des sculptures. C'est donc pour fonder l'étude de ces dernières sur des données solides qu'elles se révèlent absolument indispensables. Notre connaissance du contexte peut également s'appuyer, depuis le début du XXIe siècle et une campagne de fouilles dont j'ai déjà parlé, conduite par la surintendance, sur un plan relevé des structures et un phasage architectural de la partie nord de la cour à portique, qui viennent corriger sur de nombreux points la restitution de Visconti. Et vous voyez ici le résultat de l'intégration des résultats de ces fouilles italiennes à un plan de ce secteur du site de Gabi qui a été produit par Steve Glisoni, que je salue, qui est dans la salle, et qui dirige la mission archéologique du Louvre à Gabi. Il apparaît que les pièces de la cour à portique qui s'ouvraient sur la place le faisaient sans plan d'ensemble, et comme c'est le corollaire naturel de ce constat, qu'il convient de phaser les aménagements monumentaux et de les étaler chronologiquement. On peut de plus atteindre un niveau de détail que ne permettait pas la publication de 1797, car on voit aujourd'hui dans 3 des pièces ouvrant sur le portique
ainsi qu'en avant de celui-ci, des aménagements architecturaux manifestement statuaires. Mais le matériau principal de cette remise en contexte ne saurait être que la collection de sculptures elle-même, dont nous avons déjà vu les particularités de sa transmission jusqu'à nous. Vous voyez à l'écran cette collection dans son état actuel. Certaines pièces ne sont pas localisées, d'autres sont demeurées à Rome, et dans l'ordre qui était le sien, au Museo Gabino. Or, cet ordre, hérité du collectionnisme, dans la mesure où il a guidé la restauration des fragments exhumés par Hamilton, nous devons l'oublier si l'on veut jeter un œil neuf sur l'ensemble. On touche là au cœur du projet de recherche, car une mise en ordre raisonnée du matériel sculpté de Gaby ne peut se faire que sur des bases typologiques et stylistiques. Il importe donc en premier lieu d'établir l'état de ce matériel, de comprendre quelle pièce se classe parmi les bustes, quelle parmi les statues, quelle tête encore n'a pas sa place dans le corpus puisqu'elle a été apportée de l'extérieur. Il faut en second lieu, et une fois ces questions aplanies, s'atteler à l'analyse stylistique des sculptures afin de proposer des regroupements pertinents. Or, pour ce faire, aucune archive ne nous viendra en aide. C'est un travail de spécialiste qui doit conduire par l'intégration hiérarchisée des informations matérielles, stylistiques, iconographiques, épigraphiques et topographiques à la formulation d'hypothèses quant au contexte physique et institutionnel d'installation et d'exposition de ces sculptures. Pour donner à ce programme un tour plus concret, je vais expérimenter la méthode sur un groupe, à vrai dire le groupe le plus fameux au sein du corpus de Gaby, l'ensemble julio-claudien. On peut le grouper autour d'un noyau bien connu, formé par les trois statues en Hüftmantel, désolé pour l'allemand, représentant Claude, d'une part, son frère aîné Germanicus, mort en 19, et l'un des fils de ce dernier, Drusus César. Mais la tête restaurée n'est peut-être pas pertinente. Et par une tête colossale, restaurée en buste au XVIIIe siècle, montrant Tibère paré de la couronne de chêne et datée du règne de Claude. On peut y ajouter deux togati de petite taille que leur style, en particulier la belle corporéité sensible sous le drapé, assigne à l'époque de Claude. L'un portant la boula et mesurant 146 cm, vous l'avez à l'écran, l'autre sans l'insigne de l'enfance, mais ne mesurant que 176 cm, ce qui nous indique que c'était un adolescent, un tout jeune homme. Enfin, on peut postuler l'appartenance à l'ensemble de deux statues féminines. Une statue restaurée en Sabine, femme d'Adrien, mais la tête ne provient pas de Gaby, qui était un portrait d'excellente qualité, figurant une femme de la maison impériale en Fortuna, et la Plotine, dont j'ai déjà parlé, avec sa tête moderne, dont le type trouve des comparaisons exactes dans deux groupes impériaux, l'un Claudien à Rouselae en Étrurie, l'autre Flavien dans le métroone d'Olympie. On voit donc se dégager les contours d'un groupe familial imposant, ce qui cadre bien avec les nouveautés de la commémoration statuaire durant le règne de Claude, telles que les ont dégagées récemment Dietrich Boschung et Charles Bryan Rose, des groupes mettant en scène une véritable généalogie, remontant fréquemment ad stirpem Augusti d'une part, et présentant d'autre part les héritiers désignés, Britannicus et à partir de 50, Néron. Or, une inscription que nous ne connaissons que par la copie qu'en donne le Corpus Inscriptionum Latinarum et qui était remployée dans l'église San Primitivo à 300 mètres environ du Cosiddetto Forum de Gaby, mentionne très manifestement un tel groupe. Très lacunaire, ce texte est certainement celui d'un décret municipal reconnaissant une fondation évergétique, telle qu'on en connaît deux autres à Gaby, issues de la cava de Gavin Hamilton, les fondations de Domitius Polycarpus et de Plutus Epaphroditus. On replace donc CIL 14-27-94 dans un contexte social, celui des pratiques évergétiques des élites gabines, dont l'un des lieux d'expression était manifestement cet espace public dont proviennent les sculptures de la collection borghese. La fin de notre inscription juxtapose les noms de plusieurs membres de la Domus Augusti au génitif, qu'il faut imaginer commandé par un accusatif, probablement statuas, statue, la fondation comprenant parmi les bienfaits l'érection d'un groupe statuaire impérial. À la lecture, on comprend que le groupe comptait au moins un empereur, probablement Claude, Drusus Maior, son père, Agrippina Maior, sa belle-sœur, petite fille d'Auguste, Drusus César, l'un des fils de Germanicus, et Claudia Antonia, l'une des filles que Claude avait eues de sa seconde épouse, il en aura 4 au total, Aelia Paetina. On y ajoutera, selon toute probabilité, car ils sont nommés pour leur lien de parenté Germanicus et Néron, ainsi que d'autres personnages attendus, Agrippina Minor, la mère de Néron et la 4e femme de Claude, Britannicus, fils de Claude et de Messaline, Néron César ou encore Antonia Minor. Les statues conservées, qu'elles soient indubitablement rattachées au groupe, Claude, Germanicus, Tibère, ou qu'elles puissent lui être agrégées par hypothèse, s'intègrent bien à ce tableau de famille. L'étude matérielle est stylistique,
couplé à une approche fine du contexte, nous fournit ainsi des arguments plus solides pour proposer de replacer ce groupe dans la salle C, du côté nord du forum, daté par les fouilleurs italiens, ceux du début du XXIe siècle, à l'époque julio-claudienne, et qui présente sur ses trois côtés une banquette maçonnée haute et profonde, ce qui ferait de cette pièce l'objet, ou l'un des objets en tout cas, de l'évergésie anonyme enregistrée par l'inscription CIL 14 27 94. J'ai exclu de cette reconstitution l'effigie d'Agrippa, que vous connaissez tous, qui est l'un des tout meilleurs portraits du gendre d'Auguste, alors qu'on rattache toujours ce portrait au groupe julio-claudien. Mais la typologie du portrait d'une part, car c'est un buste, et sa date volontiers augustéenne, m'incite à l'en distinguer et à lui chercher un autre contexte. Typologiquement, il est parfaitement comparable au buste dit de Corbulon, trouvé selon Visconti dans la pièce A, ce qui, par rapprochement avec l'inscription en l'honneur de Domitia Longina, lui valut d'ailleurs son identification. Wolf Rüdiger Meghoff a montré qu'il pourrait s'agir plutôt d'un portrait de Caius Cassius Longinus, le césaricide, dont l'original républicain est connu par 6 répliques d'époque impériale. Or, la forme du buste, peu diffusée encore au début de l'époque impériale, nous oriente vers un contexte de célébration plus privé, gentilis, à l'image de la tombe des Licinii, où cette forme romaine du portrait trouvait un contexte de déploiement particulièrement favorisé par la longue tradition des imagines maiorum. Évidemment, à Gabi, nous ne sommes pas en contexte funéraire, mais l'épigraphie nous apprend que nous sommes là dans un espace qui était consacré à une mémoire familiale. Je veux parler de la fondation évergétique de Domitius Polycarpus, in honorem domus Domitiae Augustae, ce qui nous assure que l'on n'y célébrait pas seulement l'importante dame qu'était Domitia Longina, mais encore sa gens au sens large. Or, il revient à François Chausson d'avoir montré que Domitia Longina, qui devait son premier nom à son père Corbulon, descendait par sa mère Longina d'une grande famille de la noblesse républicaine, les Cassii Longini, qui s'étaient alliés à la génération précédente à la descendance d'Auguste, dont l'unique rameau fleurit suite à l'union fertile de Julie et d'Agrippa. Ne peut-on penser que cette pièce et que son décor statuaire pouvaient déjà servir la mémoire familiale avant le IIe siècle ? Ces 2 exemples, et ce sera ma conclusion, nous montrent combien le travail sur le contexte de provenance peut se révéler complexe, et dans le cas spécifique de Gabi, combien la biographie matérielle des œuvres pèse sur l'approche scientifique. On voit également qu'une approche intégrant toutes les dimensions de ce contexte a des chances de nous faire progresser dans la connaissance des sculptures aujourd'hui conservées au Louvre, qui méritent tout autant que l'on leur consacre un projet de recherche et que leur nouveau contexte, le Louvre, participe aujourd'hui à l'exploration archéologique de leur premier contexte, la cité de Gabi. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'étais très frappée par cette idée à laquelle je n'avais pas pensé à ce point, que le collectionnisme, finalement, qui était une valorisation immédiate de ces trouvailles de fouilles, avait à ce point brouillé les pistes. C'est quand même très rassurant de voir que, à la fois par la documentation et aussi par beaucoup d'observations, de comparaisons et de raisonnement pur, finalement, on arrive à reconstituer quand même assez précisément la provenance et la signification de ces œuvres.